les sociétés en tant que telles, dans leur souveraineté, plutôt sous le souverain national ou colonial, etc. En tant que tel, les peuplades s'engagent d'une façon à une autre sous une gage donné, gage présenté, gage reçu, gage s'engage, engage, c'est ça. Et c'est très archaïque et très extrêmement technique au sens à la fois en relations internationales dans les zones indistinctes, grises de toutes les pourparlers et des cessez-feu, il y a toujours des règles d'engagement. Les règles d'engagement soit observées, soit rompues. Comme un cessez-le-feu, imaginons. Tout le monde, mais la plupart des gens réalistes disent qu'il s'agit d'une champ de bataille. Oui, Sadako, mais c'est métaphorique, la vie commune, une société civile, et même l'intérieur des mécanismes de l'État, c'est toujours une guerre civile. En éveil ou bien en latence, mais il ne s'agit pas d'une guerre véritable, c'est ça, cette zone grise qu'on régularise avec les règles d'engagement. Effectivement, c'est à la fois étonnant et c'est très vrai que Deleuze a intitulé ses interviews avec Madame Claire Peu palais. Donc, peu palais, on s'arrête. On arrête de faire de la philosophie, on fait peu palais. Donc, c'est une laps de temps dans une guerre. Imaginons un wagon entre deux pays arrêtés et les deux parties, les nazis et les autres, viennent dans ce wagon de train. C'est pour parler. C'est ça, Lausanne. Effectivement, il y a des volumes de pourparlers inscrits. Tout est inscrit. C'est la tâche de l'historien de lire tous ces séquencions et de reprises. Alors, quel est le rapport avec notre propre? Quel est notre propre? Quel genre d'engagement voulu ou, n'est-ce pas, imposé selon la force, toujours derrière, il y a un facteur de force. Mais j'ai fait une photographe, je demande la pardon. Au lieu de décrire faible force, j'ai dit faible force. Et comme un contrepoint de forte force. C'est toute une discussion depuis Platon, en passant surtout de Pascal et Montaigne, à qui on obéit, à qui on respecte, de quel genre de règles s'agit-il, en vue de quoi? Non. Il n'y a pas de finalité ultime. Là, il n'y a que des arrangements sur le terrain. Il s'agit d'une champ de bataille et on compte les restes. On partage les ganimèdes et on impose
des obligations. Nous, depuis nos enfances, effectivement, dans les cours de l'histoire, on a appris ce que c'est les capitulations. C'était mauvais. Mais nous sommes toujours, d'une façon ou d'une autre, dans les capitulations. Qu'est-ce que ça veut dire concordato? Quel rapport avec capitulation d'un État et une concordato d'une boîte, d'une compagnie? Concordato. Et il y a des autres mots. Concordato, pes concordato, c'est une verbe italien, donc j'oublie pas. C'est-à-dire que, voilà, je dis, passe. C'est comme un jeu de poker et je me déclare, hors du jeu et arrangeons-vous entre vous. C'est ça. Jeu d'échiquier de Stefan Zweig. Extraordinairement un jeu formel et qui dure très longtemps avec les intervalles. Il y a des reprises, une revanche. Donc, c'est de quelle façon qu'on regarde, c'est douloureux. Tout d'abord, l'homme ne produit rien. L'homme ne produit que pour autrui. Autrement, l'homme n'a rien à voir avec l'objectivité, avec la vérité. L'homme a quelque chose à voir avec l'homme. L'homme est en conflit avec l'homme. Et c'est sa seule façon d'exister dans le monde. C'est bizarre, c'est ça. J'avais déjà souligné ceci sur les préceptes hegeliens, n'est-ce pas, il n'y a pas une connaissance d'objet. Toute connaissance d'objet, c'est d'abord une conscience de soi. Conscience de soi, c'est-à-dire une certaine Stimmung, donc humainement humaine, et donc un humain, c'est-à-dire gardant toute cette iniquité envers l'autrui, jalousie. Qu'est-ce qu'il y a? Concurrence, suprématie, et à la fin du compte, ce concept détestable de volonté, non pas, c'est plutôt le contraire, servitude volontaire, c'est toujours volonté qui est affectée par la servitude et enfin une volonté dit vie, Seigneur, vie Seigneur, Seigneur. Là, effectivement, surtout quand à partir de chez Montaigne qui entre dans le vif du sujet, par le voie compliqué et que notre modernité n'aimerait pas d'entendre, parce que le livre intitulé Des essais et non pas une anthropologie critique des sociétés primitives. Là, on a pu être inclin de s'intéresser à Montaigne si il se déclarait une anthropologue critique des sociétés primitives. Il se fait anthropologue, bien sûr, en disant que on pouvait, dans certaines cultures, non pas chez nous,
les pères tuaient les fils et les fils tuaient les pères. On était resté là. Et personne ne s'est intéressé à ce film que j'ai fait, alors que ça porte un titre éclatant de l'amitié. Donc personne ne s'intéresse à l'amitié, surtout à ces méandres. Chacun doit observer seulement les règles d'engagement. Alors si c'est rompu, c'est quoi? Casus belli. Sortons alors, mais d'où? Sortons de nos longues, gros, lourdes épées pour faire une jolie bellissimo. Qu'entendez-vous de mes propos récapitulatifs? Voilà le mot bizarre. Capitulation, c'est-à-dire un concordat, après un concordat d'un État endetté ou en dette de guerre présumé, il est tenu coupable de plusieurs points qui n'a rien à voir avec le champ de bataille, mais qui sont des choses qui ne sont pas discutées avant d'entamer la guerre, et c'est insistamment déclaré et n'ont pas eu réponse. N'ont pas eu une réponse suffisante. Et là, les intellectuels comme Tevfik Fikret, vous voyez, dans sa poésie, dans ses mots, dans ses vers, une stagnation totale. C'est-à-dire qu'il n'y a que de moustiques qui volent. Et personne ne manifeste aucun mécontentement. C'est ça, donc, une règle d'engagement bien appliquée, ordonnée et dont le résultat est allé à longue durée, là où il n'y a aucun mécontentement. Chaque lecteur de journal en turc, dans la langue turque, comprend l'expression métaphorique pour dire s'économiser de ceci ou de cela, c'est que cette expression, c'est que serrer la ceinture. Serrer la ceinture, ça structure d'une manière imperceptible. Là, il n'y a plus de trou pour faire entrer l'épingle de serrure. Là, il n'y a aucun mécontentement, mais une lente volonté de servitude. Donc, j'ai bien aimé Ernst Renan, que je connaissais bien sûr, mais c'est un livre sur la science, donc sur la méthodologie, un compte rendu de l'évolution de l'humanité. Mais ce qui m'a intéressé, un paragraphe concernant l'enfance de l'humanité, et pouvoir comprendre, et est-ce qu'on va utiliser la même méthodologie pour comprendre véritablement ce qu'il voulait
dire faire, parce que la majorité des inventions des connaissances viennent de cette partie de l'humanité à l'homme qui a une conscience dite critique et privilégie notre époque, la science critique, dit-on. Mais lui-même, il est intéressé plutôt par la trace de cette fauve qui n'utilise pas ce mot fauve, moi, il parle d'une certaine précarité ou de primitivité, comme je dis, d'une traduction trop élégante, qui ne donne pas de risque d'éclaircissement, et qui nous renvoie à une nébuleuse de nos ancêtres, disons. Voilà. Alors, ces gens-là, ces primitifs, n'avaient aucune notion d'objectivité. S'il parlait quelque chose, ils se mêlaient leur moi, leur conception, non pas seulement leur individualité, mais tout système institué de signes de leur communauté, je dirais. Eh bien, quand ils parlaient, je dirais, il s'agit zaïen, au sens noble du terme, zaïen. Donc, dès qu'il parlait d'une chose importante, donc un récit, il en faisait des récits, tout le temps. Et non pas raconter des histoires. Tout échange de paroles était une sorte de récit, au sens, disons, contemporain. Il était littérateur de naissance, d'après ce que j'ai compris. Donc, ils étaient, moi j'ajoute, comme note en bas de la page, les primitifs, tous, sans presque exception, tous avec un scepticisme possible, bien sûr, comme dans toute rite, cérémonie, exécution sacrificielle, tout, il y a une raison sceptique qui ne participera pas au récit entièrement, qui dira qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en retard, ça y est, ça va. Voilà, il y a toujours comme on dit, caractère, un mondain, un séculaire, une tête à part, c'est possible, j'en crois, à partir de Derrida, qui a fait des signes dans son petit livre sur la passion, dans sa fiction de rituel de repas eucharistique. Bon. Donc les primitifs, dans notre en bas de page risqué, moi j'aurais écrit tous les l'homme primitif, tout homme primitif était d'abord hegelien. Parce qu'il ne faisait que confirmer cette grande sentence de Hegel. Alors, toute connaissance d'un objet et toute parole énoncée, proférée concernant un objet, une objectivité, un événement, etc., c'était tout d'abord, avant tout, une conscience de soi, c'est-à-dire conscience totale de communauté, et qui était immédiatement reçu par la communauté, par autrui, par les autres, par la communauté, par tout l'ensemble, presque sans exception, sauf, moi j'ajoute cette exception d'une sceptique. Il peut être aliénement mental dans toutes les époques, il devrait y avoir des aliens, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Châtier, mettre signes, tatouages, incisions, colorer,
habillé et ça va marcher comme dans la théorie de Blaise Pascal. Tu pries, si tu n'arrives pas à prier, tu bouges tes lèvres, tu murmures quelque chose, tu vas voir, tu vas croire. Voilà, le système d'éducation le plus solide possible. J'espère que vous m'avez compris. Alors, l'homme est une chose étrange. Sei un monstre qui est capable de praxis, mais dont il ne faut pas parler. Qu'est-ce qu'il disait notre grand Sohrawardi en citant Ibn Arabi, je suppose, il faut vérifier, et nous avons pris une décision entre amis soufis, de n'en pas parler et encore moins écrire ces choses-là. J'ai déjà cité ce passage de Sohrawardi. Donc, une chose très risquée, parce que ouvert à tous les malentendus, pour la raison simple que l'homme est capable, ontologiquement, à l'action, au praxis. Mais l'homme n'a aucune idée de l'ontologie et de l'être. Il n'est qu'un étant parmi les étangs, et sauf l'exception. Sauf l'exception. Sauf quelqu'un qui dit ah, j'ai mal entendu, ah, j'ai pas compris. Ah bon? Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Quelqu'un à part. Quelqu'un avait écrit un livre sur et dans le titre de son livre sérieux, il y avait à part. Ça devrait être dans la maison d'édition Galilée. Fois possible, il faut chercher dans la marge de Sylvain Agacinski. Tiens, aujourd'hui je suis tombé sur le livre de Anne Formentelli avec Jacques Derrida sur la hospitalité. Parce que j'étais un petit étudiant de Anne Formentelli dans la faculté de Jussieu. Elle avait des cours succulents. Effectivement, elle n'était pas dans le département de philosophie, mais dans l'histoire de l'art. Et la nuit, en fait le soir, dans les cours du soir, j'y allais. Bon. En plus, ce livre est très bien construit. Dans une page, Anne Formentelli, dans l'autre page, Monsieur Jacques Derrida. Anne Formentelli est très très intelligente au sens poétique et connaissance poétique et bien sûr l'histoire de la peinture, de l'art en général. Elle est une personne très saisissante. Voilà. À part. Donc à part, c'est pas du tout mauvais être à part. Bien qu'il est accompagné avec acculoton, coulisses, accompagnement dans une secte, dans une monastre, toujours une réflexion, auto-réflexion, méditation, recommençant, vous voyez, il n'y a pas une fois pour toutes. Il n'y a pas une fois pour toutes. Alors que Jésus-Christ, selon les sentences, s'est sacrifié une fois pour toutes. Et
René Girard répète cela, mais sans pouvoir approfondir, à mon avis, parce qu'il y a presque un jeu de mots. C'est très mal placé, l'expression jeu de mots, mais une fois, la foi, et là, et deuxième sens, en français, comme par hasard, récurrence. Dans cette récurrence, ce sera la dernière, il n'y a pas une autre récurrence, donc c'est le dernier prophète qui clôt toute prophétie et messianisme, c'est le Messie. Donc la plus pire des interprétations, mais c'est juste, sinon le christianisme n'aura pas été une religion sans cette interprétation. Une fois pour toutes, c'est-à-dire une dernière fois pour montrer la nullité du sacrifice, qui est très enraciné dans l'anthropo humaine, et pour une simple raison de se voir ou comprend par ses yeux le fait de mourir et ne pas mourir. Donc, vous voyez, l'immortalité de l'âme ou l'autre monde. Voilà, c'est pour ça qu'on faisait des sacrifices, non pas pour manger un repas humain. Ça aussi, ça faisait partie, justement, faire partie des ancêtres morts, c'est-à-dire le monde des esprits. Voilà. Renan cogite bien, j'ai bien aimé, et moi, il y a beaucoup de correspondances. À mon avis, il est brillant, il aime Humboldt, et moi aussi j'aime, donc on est amis. On est amis de langue. Alors, je commence à décider que s'il y a des gens qui parlent si très peu de la praxis, j'ajusterai au sens noble du terme, et non pas de faire n'importe quoi, ou thune, ou facere, ou aguerre. Quoi alors? Personne ne sait. Effectivement, même Aristote, pourquoi il en parle? Alors, s'il ne l'explique pas, il ne peut pas donner un exemple. Une fois qu'il situe le domaine de praxis dont la priorité vient à la nalguerre, effectivement, s'il donne un exemple, il est foutu. Il le classe dans le domaine politico-social, la vie de cité, mais c'est un malentendu. Il n'y a pas de cité. Il n'y a pas non plus une cité idéale. Il y a socius, une certaine intersubjectivité, c'est-à-dire l'histoire qui s'évolue. Donc, chaque exemple, il y a des œuvres comme exemple, Homéros, Hésiodos, et les poètes et les tragédiens. Alors ça, pour Praxis, un philosophe sérieux ne peut pas donner un exemple, ne peut pas expliquer, déterminer, parce que toute détermination, omni determinatio est negatio. Donc, c'est une très prieux domaine, mais pourquoi il en parle alors? Est-ce qu'il croit vraiment à l'existence de la priorité de
l'énergie humaine, humaine. Si vous voulez, on peut interférer les anges au sens général du thème, la trace. Voilà. Où je veux venir. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a jamais un exemple, un seul exemple montrable, indicable de la priorité de l'énergie. Personne ne peut en parler, sauf des effigies, totems, des caricatures, des signes. Des signes, c'était des tétragrammes, quelque chose comme tétragramme, une écriture cunéiforme, qui n'a rien à voir avec le contenu, finalement. Une abstraction totale, comme dirait un certain Weininger, après Kant, voilà, une barbare anti-grecque qui ne permet même pas une catharsis à une Fihlung. On ne peut plus remplir le dedans, l'intériorité. On ne peut plus faire raisonner. Libre. Vous voyez, c'est perdu. Mais la forme, c'est des schèmes d'explication, reste comme trace. On n'est jamais sûr s'il a eu une présence réelle d'une priorité d'énergie. On peut citer ceci ou cela, Alexandre le Grand, l'étudiant d'Aristote, voici que voilà. Non, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas adéquat, on sortira de la logicité. Pour rester dans une grande métaphysique généraliste, on ne peut pas donner l'exemple. On ne peut que, non pas cogiter, mais logiciser. Logiciserie, c'est ça. Donc, donner comme forme le spectre de quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura peut-être jamais. Donc, la trace qui intrigue, qui dérange, qui pique. Vous voyez, j'utilise des métaphores, moi aussi. Comme Platon avait atteint les limites d'un palais philosophique, c'est-à-dire dans une droiture qui vise quelque chose en rectant, dans sa rectitude de corps. Il n'a pas pu. Il a avoué dans le texte même, et quand autrement, dans la première critique, il a avoué qu'il était très difficile de faire une déduction transcendantale des schématismes en rapport avec les catégories. Vous allez sentir le rapprochement. C'est quelque chose à voir avec Eidos dans son univocité. L'aspect est véritable, l'essence idéale. C'est ça. Nous avons une idée, voilà, la solution kantienne. C'est nous que nous avons cette idée. Et cette idée n'existe pas avant nous. Mais quel homme, quel nous dont nous parlions. Aujourd'hui, nous, moi, tous ensemble, je lisais Renan, L'avenir de la science, deuxième tome, traduit en tout, avec une véritable acuité, une certaine succulence de la traduction. Bon, quel rapport? Il parle de l'histoire.
en privilégiant ethnologie, anthropologie et philologie. Et il se plaint que même dans le Collège de France, il n'y a pas un cursus de philologie, etc. Donc le lieu, je me demande, et j'ai donné plusieurs signaux, je me demande si le lieu pop, entre guillemets, de praxis n'était que dans le logos, c'est-à-dire dans la parole, mais au sens général du terme, dans l'élément du langage, au sens général, qui comprend l'écriture et la trace. La trace qu'on approprie sans savoir, sans qu'on comprenne surtout. On le garde comme un tombeau. Voilà, priorité. Priorité, praxis égale priorité de l'homme dans ce domaine, uniquement. Hein? Non pas. Mais ce domaine-là, effectivement, ça dépasse, à mon avis, tout le domaine dit intersubjectivité, à condition que j'ajoute cette sentence hegelienne qui est riche de sens. Toute connaissance de quelque chose, soit photon, soit quark, est d'abord une conscience de soi. Donc, ce qui veut dire, ma compréhension de conscience de soi, c'est Mitsein d'abord, qui inclut toute historicité intersubjective, donc un échange saturé, ouvert des traces, écrites, si vous voulez, pourquoi pas les paroles. Et j'avais fait une petite intervention en disant qu'en fait, un homme quelconque X dans n'importe quelle époque de l'historicité, s'il vise quelque chose où il dénomme, c'est pas qu'il approprie seulement l'objet, mais qu'il a dans le diagramme au sens de, disons, horizontal, synchronique. Il a d'abord un rapport. Il construit d'abord un rapport à travers le langage ou dénomination ou délimitation. Il est déjà dans un rapport intersubjectif. Donc il joue, si on peut dire, à la compréhension de notre homme. Il se veut faire comprendre à un autre humain, à l'instance d'un autre humain, à l'instance même d'un homme mort. Par exemple, Héraclite, quelque chose d'important comme référence. Vous voyez, c'est pour ça que, en fait, j'appellerais symptomatiques les écrits dites vulgarisation des grands quand même scientifiques qui travaillent actuellement dans le monde contemporain, dans le domaine astrophysique, mathématique, appliqué ou non appliqué, non applicable, voilà, la zone. Première zone, deuxième zone, etc. C'est très intéressant qu'il y a des Indiens, des Japonais, donc il y a plusieurs zones. Les mathématiciens, en mettant en parenthèse toutes les barrières langagières, et ils s'entendent dans toute ethnicité des langues mises à côté, hein, même pas traduites parce qu'ils n'ont plus rien à faire avec les langues ethniques et autour d'un rudimentaire, pourquoi pas français, ils mathématisent donc en signes, symboles arbitraires conventionnels pour chercher toutes sortes de chaînes
Et désespérément, ils attendent qu'il y aura une expérimentation qui les prouvera leur formule. Et ils sont complètement comme des adolescents obsédés par la masse au sens d'un objet qui, qui aura au moins une masse détectable, c'est-à-dire une rayon, une ondulation, un choc éphémère, une interaction, ça suffirait qu'il prouvait, non pas l'existence de Dieu, mais qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler en ancienne langue la masse. Quelque chose qui n'a même pas besoin de volume, parce qu'on projette dans une autre conception d'espace. On peut renverser toutes les possibilités à condition qu'il soit mathématique, c'est-à-dire, si je comprends bien, jusqu'à un certain point consistant. Voilà. La loi des lois était auparavant principe d'identité, c'est-à-dire non-contradiction. Maintenant, on se, non pas familiarise, mais on s'entend dans cette zone qu'on appellera, pourvu qu'il ne soit pas incompatible. Voilà. Si je comprends bien, moi, en disant ça, en énonçant ça, j'ai fait, enfin, sans vouloir, j'aurais fait un appel aux mathématiciens, un certain challenge. Là, ils vont sûrement poser une question à eux-mêmes en disant que est-ce que je peux formuler quelque chose qui comprendrait aussi incompatibilité. On l'a mis à essai quand même dans sa métaphysique, non pas en formule, à ma connaissance. Voilà pourquoi je parle encore. Alors il ne faut pas se désespérer, non pas se fier à la science non plus, parce que la trace dont il est question ici n'est pas la chose de la physique, mais aussi de la physique. Ce qui est important pour notre époque, c'est les physiciens qui comprennent finalement qu'il y aura une affinité dans l'objet même, dans le visée même, disons, dans les difficultés même des sciences dites Kunstwissenschaft, ou les sciences de l'historicité, comme bien sûr des sciences régionales. Un exemple, bon, voilà, je donne un exemple pour montrer qu'il ne faut absolument pas discréditer aucune région secondaire ou régionale, région, encore plus sous-région, sous-chapitre. J'ai trouvé un livre qui est écrit en turc dans les années 75 sur Érythrée, Éthiopie, l'interférence de l'URSS, les Arabes intégristes déjà, et la chose de marxisme, etc. Tout ce qui se passe autour de l'Éthiopie, la guerre de Somalie, qui ne s'arrête pas dans ces années-là, qui dure jusqu'à les années 90 avec les dites génocides, etc. Bon, un livre qui explique, avec une activité d'un journaliste,
l'auteur s'appelle Umit Kıvanç, la question de l'Afrique dite cornue, qui comprend donc cette région d'Érythrée, Somalie, Éthiopie et l'ancien Habeshistan, Habeshi, dans une proximité quand même avec l'Arabie Saoudite et les autres principautés. Et il y a une mer Rouge, etc. Donc, un commencement de l'Afrique en proximité des Arabes et région sous l'influence soviétique et bien sûr OTAN, etc. Voilà un sujet que moi, étant même pas adolescent, je découpais les pages des journaux. Chaque jour, c'était une question beaucoup plus importante que Palestine, Israël, n'importe quoi, de n'importe quoi. C'était chaque jour un nouveau développement des crises. En Érythrée, en Somalie, donc l'ancien. Pourquoi je donne? Voilà. Et dernièrement, dans les actes corsaires contre les pétroliers dans la mer d'Inde ou à l'entrée de Golfe, ils étaient, je crois, nommés, si je me trompe, s'ils sont toujours les mêmes. Parce que tout le monde peut faire des actes corsaires. On parlait corsaire. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec une praxis théorétisée par Gramsci dans les limites élargies du marxisme, à mon avis, en rapport avec l'idéologie potentielle, donc la religion, l'histoire, surtout de l'Italie ou tout simplement de civilisation européenne. C'est Agamben qui devrait écrire un livre quand même, la force et la faiblesse de Gramsci et l'art de, disons, Pasolini. Il y en a tant d'autres autour et en marge de la partie communiste italienne qui était quand même toujours très intéressant, au moins en ce qui concerne l'influence sur la France, sur le parti communiste, disons, ou sur la gauche marxiste de la France. Donc c'était un nouveau Vatican, toujours nouveau. Italie, c'est pas nouvelle. Vous voyez, une trace. Donc je cherche un concept de trace d'avance inconceptualisable, mais on peut trouver des traces pour faire disons, une petite sculpture, non, même pas un diagramme. C'est possible en mathématiques avec les lignes en géométrie, en graphique, avec les lignes pointillées, mais en art, pourquoi pas peinture, pourquoi pas la poésie, on peut faire sentir ce dont je parle. Donc, c'est-à-dire, il retourne de la phrase terminale, phrase terminale, si ça existe, eh bien, non pas dire non, dire oui au sens de non,
On est toujours dans les eaux de omnideterminatio esse negatio. Donc d'où vient, c'est une réponse lointaine à la question non posée, d'où vient le mal dans le monde. Non pas le mal dans le monde, mais pas l'intermédiaire de l'homme, le mal, comment a fait son entrée dans le monde, par la détermination, soit autodétermination, soit praxis. C'est un sujet périlleux. Donc, toute activité humaine, soit glorifiée, comme disait Renan, effectivement, réduire à un cannibalisme tout l'homme primitif, c'est dangereux. Je comprends cette phrase, mais il y a des phrases encore plus intéressantes. Pour ne pas dire un mot trop grec, en ce qui concerne à la fois le poète Dante, à la fois quand même un homme sciemment écrit, un homme de science, onomatopéisation, c'est-à-dire d'être capté par un certain flux de langage auquel il est à la fois soumis et il se baigne dans ces eaux et il en attrape et fait un nœud comme un déplissement, mais parfois comme un pli sur pli, qui poétise tout simplement, comme diraient les Allemands, Dichtung, Dichten. Il est dans l'élément du langage. Donc, à un moment donné, il utilise cette expression consacrée, le Fils, le premier Fils de Dieu. C'est joli, c'est très poétique, mais en ce qui concerne sa thèse principale, c'est-à-dire ne pas renvoyer tout à Dieu, donc il préfère lire n'importe quel livre de sagesse hindoue que le lire un commentaire énième de Descartes, qui pensait distance. Et pourquoi il cite les auteurs, non pas seulement les auteurs allemands et grecs, mais il les glorifie d'une autre manière en disant qu'ils ont, avec leur saga, tout à l'heure je disais Zuzage, il ne faut pas simplement se contenter de ce verbe de parler. En ce qui concerne l'homme primitif dans mon anecdote, disons, qui fait un récit. Moi, j'ajouterais que face à celui supposé hypothétique qui sera sceptique comme Saint Thomas, figure plutôt de Thomas, et celui qui fait récit, soit spontanément, qui sera initiateur, ou dans une temporalité, son récit s'augmente à force de réitération hebdomadaire, mensuelle, annuelle,
etc. Donc, dans une communauté, il y aura non pas des répondants dans une discussion, mais des participants pour augmenter et mettre en forme, en chaîne, le récit même. Donc, c'est ça qui est l'exception aussi. Il y a une exception dominante, souverain, qui gagnera, et il y aura une, soi-disant, entre guillemets, une antithèse, pour ne pas dire une antithèse, une négation, qui va se tout de suite. Et dès que une détermination intensifiée d'un récit va sûrement renaître, je dis, je souligne, parce que c'est pas première occurrence. Jamais on ne sera dans la fête d'une première occurrence. Et donc il y a deux exceptions. L'un qui est déjà l'auteur et qui laisse proférer ces signes dont il n'est pas le maître, et dans un échange verbal et gestuel. Note en bas de page, note chanson des gestes, et non pas Nibelungen des Allemands, des Nordiques, et Romero du sud-est. Voilà, l'atmosphère de Ernst Renan, qui est très très bien. Et il dit à un moment, on réfléchit, un homme de réflexion, bien pensant, un homme bien pensant en réflexion n'aura jamais tenté de changer aucun régime grammatical ni inventer un mot. Donc il n'y a pas l'accès barré dans le langage. Langage, je vous invite et vous entrez dans ce labyrinthe, mais vous ne pouvez pas creuser une autre court-circuit. Là, vous serez hors-circuit. Donc une exception encore. Oui, il dit qu'aucun homme bien réfléchi n'aura, et il insiste à partir de Herder sur cette expression de langage national ou ethnique. Parce que dans la traduction, on ne comprend pas la différence. Et donc, ethnicité, nationalité, fait la loi, et dans ce paradigme que l'homme soit primitif, soit critique, hein, il insiste dans ce mot, notre monde 19e siècle, critique. La science doit être critique, sinon rien. Voilà. Et je comprends ça comme sceptique aussi. Et parce que le scepticisme change de niveau et qui ne décrète pas une fois pour toutes tout récit légendaire comme une fausseté, un imaginarum.
Alors, en ce qui concerne l'imagination, un fait d'imagination, voilà, cette expression consacrée a changé beaucoup de contenu. Pour discréditer l'image, figure, forme de récit, le sens, sa manière de participer à partir d'un jeu de forme, jeu entre guillemets. Et alors, rappelons cette petite loi régionale, oui, que chaque événement, au sens, disons, de l'Agnis importante, donne lieu à un changement de vocabulaire, soit du nom propre. Nom propre, c'est l'essentiel. Donc, imaginons, quoique mortel, son nom propre n'est pas mortel, et ça donne lieu à une descendance ou bien à une bifurcation, à un changement, à une déviation. Donc ce qui s'effectue là, ça aussi, c'est une expression dans la grammaticalité. Grammaire s'y inclut une exception qui est cette voie effectivement ouverte dans la poésie hébraïque intériorisante, etc. Cantique de cantique qu'il cite bien, Ernst Renan, et qui serait ensuite, après coup, ce qu'on appellera le Bible. Également, il renvoie à l'ère arabe et musulman en citant le mot malakat, c'est-à-dire la poésie arabe intériorisante, subtile, etc., qui serait ensuite devenu le Coran même. Bien qu'il est faux, c'est très intelligent au sens hegelien, parce qu'il cite également Victor Cousin, avec beaucoup de flatterie. Donc, à ma connaissance, Cousin, c'est l'un des premiers hegeliens en France. Donc, ce qu'il veut dire, l'islam a produit comme œuvre finale le Coran et Malakat, c'était la poésie qui était vivante en arabe. À ma connaissance, ça s'appelait Sept suspendus, Malakat, c'est-à-dire, à mon avis, hebdomadaire. Imaginez un magasin de poésie qui sort tous les semaines et c'est suspendu sous le mur, pour ne pas dire le mur de Kabe, sur le mur important, disons. C'était ça, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, la démocratie arabe. À un moment donné, il dit que, enfin, en citant ou bien en vantiloquant, enfin, un juif, un arabe ou quelque chose comme ça, qui peut prétendre que s'il n'y a pas une justice dans ce peuple, qu'il n'y a pas eu une assemblée. Voyez. Qu'est-ce que ça veut dire une assemblée pour délibérer sur un sujet qui touche à la juridiction. Voyez, c'est un livre quand même très très intéressant, très intéressant, et qui cite de noms Condillac en disant que
Un Condillac qui est catholique aura dit ceci. Si Condillac était catholique, aura dit cela. Il est intelligent, il a un bon rhétoriqueur et il a bien fait son travail dans son siècle et il n'a rien empêché, c'est-à-dire deux guerres mondiales. Imaginons le reste, c'est-à-dire ce dont nous serons capables, c'est-à-dire incapables d'empêcher quoi que ce soit. Imaginons. On ne fait pas une image de Dieu avec une buisson ardent, ni avec une image épinale, ni avec une épée. Vous pouvez solidifier en la croyance de Dieu.